présenter cette séquence, je vais lever le voile sur finalement la manière dont se fait une journée de séminaire. Eh bien évidemment, Catherine Veglio et tous les partenaires s'emploient à identifier des interlocuteurs et souvent ça se fait en découvrant comme ça un article. Et ça a été le cas, je crois, à l'origine de la programmation de cette séquence. Un article de Jean-Daniel Rinaudot qui va nous rejoindre en visioconférence, chercheur en socio-économie au BRGM, et qui a publié un article sur les risques de monétarisation qu'on a un peu évoqué ce matin. Donc, Jean-Daniel Rinaudot, qui ne pouvait pas être avec nous, n'intervient pas ici au titre de grand témoin, n'a pas vocation à faire une synthèse de la journée à laquelle il n'a pas pu assister en continu, mais d'ouvrir une brèche sur cet enjeu qui pourrait finalement inspirer d'autres réunions, d'autres séminaires. Et il dispose pour cela d'une vingtaine de minutes, suite à quoi nous disposerons encore d'une dizaine de minutes pour échanger avec lui et nous acheminerons vers la fin provisoire de toute la démarche engagée à travers ce séminaire. Est-ce que ce programme vous va toujours ? Alors, si c'est le cas, je me tourne vers la régie. La régie est prête, on lance. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, mais nous ne vous voyons pas. Voilà, parfait, on vous voit. Voilà. Très bien, merci. Bonjour à tous. Je vous prie de m'excuser d'avoir pas pu faire le déplacement pour être avec vous. J'ai pu suivre les discussions de cet après-midi, mais pas de ce matin. Et voilà, effectivement, je vais intervenir sur cette question, on va dire globalement du partage de l'eau, puisque le sous-titre de mon intervention, qui n'a pas été peut-être intégré à la présentation, c'était donc eau rare, eau monétarisée, qui était la question que l'on m'avait posée. Et le sous-titre, c'était comment articuler l'action de l'État, les mécanismes de marché et la gestion collective pour le partage de l'eau dans les territoires. Donc voilà, c'est un peu sur cette question centrale du partage que je souhaiterais revenir. Alors, en point de départ, moi, je note que les débats de l'après-midi ont mis en évidence que quand on parle d'adaptation au changement climatique, la recherche de solutions, elle s'articule autour de deux grands axes. Le premier, c'est l'optimisation de la gestion de la ressource, en espérant d'une certaine manière pouvoir compenser sa raréfaction par des technologies avancées de réutilisation des eaux usées, de recharge artificielle, de construction de retenues de substitution, dessalement d'eau de mer, etc. Aussi, on n'en a pas tellement parlé, mais de nouvelles pratiques d'aménagement ou d'utilisation des sols de manière à faciliter, augmenter la rétention d'eau. Globalement, on s'ingénie à modifier le cycle de l'eau pour compenser l'impact du changement climatique. Donc, on travaille sur l'offre en ressources. Le deuxième axe, lui, il est plutôt sur les usages que l'on va chercher à optimiser. On a entendu parler de réduction recherche et réduction de fuite dans les réseaux, soit en agriculture, soit en eau potable, de développement de cultures moins consommatrices en eau. On a parlé d'économie circulaire, essayer de développer l'économie circulaire par rapport à l'eau, d'inciter aux économies d'eau avec des programmes de sensibilisation de la tarification. Et là, on est sur des programmes de gestion, des programmes de mesure de gestion de la demande. Alors, ces adaptations dans ces deux axes, ces deux piliers, elles sont nécessaires, mais elles sont, de mon point de vue, pas suffisantes. L'adaptation, elle doit aussi avoir lieu au niveau de la gouvernance, c'est-à-dire de l'organisation institutionnelle au sens large, qui détermine comment la ressource est gérée et utilisée. Et ce que nous allons devoir très vite adapter en termes de gouvernance, ce sont les modalités de partage de la ressource. Parce que l'eau se raréfiant, la concurrence entre ceux qui en ont besoin se durcit, sa valeur économique augmente, ce qui conduit, on vient de parler de 45 centimes d'euros par mètre cube de consentement à payer des agriculteurs pour de l'eau recyclée. On n'aurait pas eu ça il y a une vingtaine d'années. Donc la valeur économique augmente. Donc les conflits à la fois sociaux, politiques, économiques se durcissent. Et la question de la façon dont répartir l'eau disponible devient vraiment un sujet de controverse, tant d'un point de vue économique, social, politique et même éthique. Alors, on ne parle pas des bassines, mais tout le monde a ça en tête, en arrière-plan. Et un certain nombre de questions qui reviennent fréquemment dans ces controverses sont quels critères est-ce que l'on doit utiliser pour partager la ressource? À qui donner priorité? Est-ce à la puissance publique de s'occuper de ce partage au risque d'être un peu à côté des réalités de terrain et de ne pas répondre aux attentes économiques des acteurs? Au contraire, doit-on utiliser les mécanismes de marché, puisque finalement l'eau
est devenu un facteur de production, on en a parlé tout à l'heure, presque comme un autre. Du coup, rien de tel que le marché pour optimiser son allocation et maximiser l'efficience de son utilisation. Ou est-ce qu'au contraire, il faut aller vers une gestion collective, voire communautaire de cette ressource, c'est-à-dire reposer sur des collectifs d'acteurs qui gèrent en commun une ressource qui ne saurait faire l'objet de transactions financières. Voilà, c'est un peu l'introduction, le cadre général de ce dont je voulais parler. Et ces questions, je voulais les aborder de deux manières. La première, c'est donc deux parties de mon intervention. La première, c'est montrer qu'il existe vraiment des façons très différentes de partager la ressource en eau. Et je vais piocher des exemples un peu à l'international et essayer de décortiquer un peu c'est quoi le partage de l'eau et montrer tous les choix ou toute la liberté qu'on peut avoir pour choisir une stratégie de partage de l'eau. Et ensuite, je reviendrai plutôt sur le territoire français pour montrer qu'à l'échelle des territoires, en fait, on a beaucoup de marge de manœuvre pour développer des solutions innovantes, là aussi, d'un point de vue institutionnel, en collant à la réalité de nos territoires. Voilà. Alors, première partie, donc je vous propose de commencer par définir ou proposer une définition du partage, de quoi on parle. Pour moi, le partage de l'eau, schématiquement, c'est un processus qu'on peut décomposer en trois étapes. La première étape, ça consiste à évaluer la ressource utilisable par les usagers qui vont la prélever et la consommer. Et cette étape, en fait, on a tendance à l'oublier ou à ne pas considérer que c'est une étape du partage, alors que c'est pour moi vraiment la première étape du partage, puisqu'on définit ce qu'on doit laisser à l'environnement et ce qu'on va vraiment pouvoir utiliser dans les usages, on va dire, plutôt économiques. Alors, je vais passer les trois en revue, puis je reviendrai sur chacune. La deuxième, c'est définir et répartir des droits d'usage de cette ressource. C'est ça qui va finalement matérialiser le partage, c'est ces droits d'usage. Et la troisième, c'est mettre en place des mécanismes qui vont permettre une réallocation dans le temps, parce que le monde évolue, et un partage qui est optimal à un moment ne l'est pas 10 ans plus tard, et donc il faut vraiment prévoir ces mécanismes de réallocation. Alors, je reviens sur le tout premier, évaluer la ressource utilisable. Quand on définit un volume prélevable en France, par exemple, on définit bien ce qu'on doit laisser à l'environnement à travers le calcul d'un débit écologique pour la rivière, d'un niveau piézométrique minimum à ne pas franchir dans les nappes. Donc, on donne priorité de fait au moment de ce partage à l'environnement. Et ça, c'est la logique très européenne qui découle de la directive 4, dans laquelle, effectivement, on considère que la nature est prioritaire et qu'on doit laisser l'eau dont elle a besoin pour que les écosystèmes se portent bien. Et c'est ça qui détermine ce dont on peut disposer pour les usages économiques derrière. Alors, ce faisant, on s'appuie sur une approche très scientifique. On mobilise des hydrobiologiques, des hydrogéologues, etc., pour définir ces fameux besoins écologiques. Et je crois qu'il faut admettre que dans la réalité, la science ne répond pas à toutes les questions, qu'il reste des incertitudes et qu'à la fin, quand on prend vraiment la décision du calcul de ces débits écologiques et du volume nécessaire pour l'environnement et donc de ce qui reste disponible pour les usages, il y a de la négociation. Le politique s'empare des incertitudes dont les scientifiques ont fait part et il y a quand même de la négociation pour assurer un compromis entre les intérêts écologiques et les intérêts économiques. Donc ça, c'est un peu la première étape du partage à la française. Et je voulais juste dire qu'on a des approches presque diamétralement opposées dans d'autres pays, et c'est le cas par exemple de l'Australie, dans laquelle dès le début, on reconnaît que la définition de ce qu'on va laisser à l'environnement et ce qu'on va laisser aux usages économiques, c'est une négociation. Donc on va identifier des contraintes environnementales qui sont majeures du point de vue des acteurs. Donc on a des sources qui ont une valeur culturelle, religieuse pour certaines populations locales, qui sont des contraintes majeures pour lesquelles on va faire attention de laisser effectivement des niveaux piézométriques ou des débits minimums dans ces zones-là. Par contre, il y a d'autres endroits où la nature va être considérée comme non prioritaire et les usages économiques sont prioritaires. Donc on peut avoir à cette première étape des philosophies complètement différentes. Alors, deuxième étape, on a donc défini ce qui est disponible, c'est-à-dire qu'on a défini la taille du gâteau qui reste disponible pour les usages et il s'agit de couper les parts. Couper les parts du gâteau, c'est justement définir ces droits d'usage. Alors, les droits d'usage, ce sont des droits d'accès, c'est-à-dire qu'on définit qui a le droit de venir utiliser la ressource, et ce sont des droits de prélèvement qui définissent combien chacun a le droit de prélever. Et là aussi, il faut être conscient qu'il y a de très nombreuses façons de définir ces droits, et notamment les droits de prélèvement. Alors, d'un point de vue technique tout d'abord,
nous avons, nous, l'habitude en France de travailler en gestion volumétrique. Donc, les droits de prélèvement sont des droits exprimés en mètres cubes par an ou en mètres cubes par mois, mais on est sur du volume et on a l'hypothèse de compteur. Bon, il y a tout un tas de pays et de contextes hydrologiques qui reposent sur des droits complètement différents, dans lesquels on peut par exemple définir des droits en surface irrigable. Vous avez droit d'irriguer tant d'hectares. Les droits peuvent être définis en temps d'accès à la ressource. Vous avez le droit de prélever dans un canal ou dans une rivière pendant X heures. Ils peuvent être définis en débit. Vous avez le droit de pomper X mètres cubes par heure. Voilà, donc la définition de ces droits techniquement peut être très, très variable. Et la façon dont on choisit de les définir, elle est aussi liée aux capacités de contrôle dont on dispose. C'est-à-dire que si vous définissez tout en volume, comme c'est le cas en France, il faut être capable de mettre des compteurs de partout et il faut être capable de surveiller ces compteurs systématiquement et de relever les données et de vérifier qu'ils ne sont pas bidouillés quand vous n'êtes pas sur place. Si vous définissez uniquement des droits d'usage en hectares, il suffit d'une photo satellite pour vérifier combien d'hectares sont plantés par telle personne pour contrôler l'application. Donc ça, c'est l'aspect technique, une grande diversité de façons techniques de définir les droits de prélèvement, mais juridiquement aussi. En France, on a aussi l'habitude d'avoir des droits qui sont définis par une autorité administrative et qui sont donc par nature des autorisations administratives qui sont révocables. Donc moi, utilisateur, l'État m'a attribué un droit de prélever dans telle ressource avec un débit de tant de mètres cubes heure et tant de mètres cubes par an. Et si les conditions changent, il est tout à fait légitime que l'État vienne modifier cette autorisation administrative, voire la révoquer, et ça sans compensation. Mais dans d'autres pays, on a parlé du Chili tout à l'heure, c'est un exemple parfait. Au Chili, le droit d'eau est un bien privé. Donc une fois que j'ai obtenu cette autorisation de prélever, elle est nominative, elle est transférable, c'est-à-dire que je peux la céder à quelqu'un d'autre. Et c'est un bien dont je suis propriétaire et qui est absolument non révocable. C'est-à-dire que l'État ne peut pas réduire cette autorisation, sauf à me compenser financièrement pour la perte que je subis de ce fait. Donc c'est une approche complètement différente. Et ce droit d'utilisation au Chili, il se négocie sur des marchés entre des agriculteurs qui du coup veulent s'étendre, donc vont acheter à un autre agriculteur un droit d'eau pour augmenter leur production, à quelqu'un d'autre qui va du coup décider de réduire sa production. Donc la définition de ces droits d'eau, elle est fondamentale. La façon dont nous le faisons en France est une façon parmi d'autres. Et puis, troisième point autour de troisième axe de diversité autour de ces droits d'usage, c'est les critères utilisés pour les allouer. Alors, encore une fois, selon les cultures, on a différentes conceptions de la justice sociale et donc différentes conceptions de ce qui fait qu'un partage de l'eau est juste et équitable au sein d'une société. Aux États-Unis, vous avez le principe d'antériorité qui est très marqué. Ça vient de l'histoire, ça vient de la conquête de l'Ouest, de ces logiques pionnières. Le premier arrivé est le premier servi. Et donc, les droits d'eau sont attribués en fonction de l'antériorité. Donc, si vous avez un droit qui date de 1920, il est prioritaire par rapport à un droit qui date de 1980. Et s'il doit y avoir une réduction, c'est le droit de 1980 qui va être réduit en premier. On n'a pas du tout cette logique en France. On peut avoir une logique de droit acquis, qui serait plutôt la logique française, dans laquelle on dit on vous attribue un volume d'eau sur la base de la moyenne que vous avez consommée au cours des 5 dernières années, ou 10 dernières années, ou du maximum. Mais c'est une référence historique, on a une période de référence. Mais on peut avoir des logiques complètement différentes dans cette allocation des droits qui peut être par exemple basée sur la recherche de l'efficacité économique. Dans quel cas, il est légitime dans une société qui donne une importance majeure à l'efficacité économique de dire j'attribue l'eau à ceux qui en font le meilleur usage. Et donc, je la mets aux enchères par exemple. Moi, État, je la mets aux enchères. Et les gens qui sont capables de la valoriser à 80 centimes du mètre cube ou 90 centimes du mètre cube vont l'acheter en priorité avant ceux qui la valorisent à 45 et ceux qui la valorisent à 20 centimes du mètre cube. Donc c'est une autre modalité d'allocation. Et sans aller aussi loin que les enchères, je peux décider de donner la priorité lorsque j'alloue l'eau aux agriculteurs, par exemple, qui ont une culture pérenne ou aux industries qui ont une valeur supérieure à l'agriculture. Donc je donne des critères de priorité parce que ça reflète la valeur économique de l'eau. Voilà. Donc les principes qui sous-tendent la manière dont partager l'eau peuvent être aussi très différents d'un pays à l'autre, mais aussi au sein d'un territoire à l'autre, et ça on y reviendra tout à l'heure. Donc, premier point, c'est calculer la ressource disponible en tenant compte de l'environnement. Deuxième point, c'est définir des droits d'usage de l'eau. Et le troisième point, c'est réfléchir aux modalités de réallocation dans le temps. Parce que maintenant, le gâteau est partagé, les parts ont été allouées aux convives,
Mais les années passant, les convives évoluent, les jeunes grandissent, certains vieillissent, il y a des départs, il y a des arrivées. Et la fin des uns et des autres, elle change également. Et ben, sur nos territoires et par rapport à l'eau, c'est exactement la même chose. La politique agricole évolue, le prix des produits agricoles évolue, la structure des exploitations change, la vigne a besoin d'irrigation, on l'a dit tout à l'heure, ce n'était pas le cas avant, de nouvelles industries agroalimentaires s'installent, et donc les demandes pour la ressource en eau et les niveaux de concurrence et la valeur de l'eau évoluent. Et donc, une allocation qui a été faite il y a 10 ans avec un partage qui reposait sur certains principes il y a 10 ans n'est pas forcément efficace d'un point de vue économique aujourd'hui. Il n'est plus forcément socialement acceptable, donc il peut causer conflit. Et il faut trouver des mécanismes pour pouvoir rebattre les cartes et redistribuer un peu ces droits de prélèvement qu'on a distribués historiquement. Alors là, je reste toujours dans un panorama un peu des situations à l'international. On a vraiment des approches différentes. La première, on s'y retrouve bien nous Français, c'est se dire cette réallocation, elle doit reposer sur une intervention de l'État. C'est logique, l'État, il est garant de l'intérêt général, donc c'est lui qui va repérer le fait qu'il y a des sources d'inefficacité, qu'il y a des problèmes de justice sociale et de conflits politiques, et c'est à lui de prendre la main pour redistribuer. Donc c'est lui qui peut révoquer les autorisations, réduire certaines, redistribuer, et éventuellement accompagner ce processus des réallocations par des compensations partielles. Et c'est exactement ce qui se passe en France, parce que quand on construit des ressources de substitution qui sont subventionnées à 70%, on est bien dans une logique de compensation. On a réduit les prélèvements que les agriculteurs pouvaient historiquement faire sur les nappes, et on les compense en leur disant qu'on subventionne la création de retenues de substitution. Donc ça, c'est la première approche. C'est quand même politiquement pas facile. Ce n'est pas la peine de faire un dessin, et notamment parce que des usagers qui pendant 20 ans ou 30 ans ont bénéficié d'une autorisation administrative ont tendance à considérer que c'est leur propriété, et donc vivent comme une expropriation le fait qu'on leur retire ou qu'on leur modifie, même s'il y a compensation. Et puis ces compensations, elles sont souvent contestées par la société civile, parce que pourquoi compenser quelqu'un pour quelque chose dont il a bénéficié gratuitement et qu'on lui retire, enfin ça appartient au patrimoine de la nation. Donc on voit bien que la stratégie qui repose complètement sur l'intervention de l'État, c'est pas facile. Alors la deuxième approche, c'est l'approche très anglo-saxonne qui consiste à confier cette réallocation au marché. Et c'est ce qu'on appelle les marchés de l'eau. Alors je pense que ça vaut le coup de bien redéfinir de quoi on parle quand on parle de marché de l'eau. Marché de l'eau, ça veut dire que j'ai commencé à en parler tout à l'heure, j'autorise le détenteur d'une autorisation administrative ou d'un droit d'usage à le céder à quelqu'un d'autre contre rémunération ou contre compensation financière. Ça peut être une cession définitive, je vends mon droit d'eau, ça peut être une location, je vous le loue pour 1 an, 2 ans, 5 ans, ou je vous loue un volume pour une année. L'idée, c'est qu'un agriculteur qui fait du maïs et qui valorise son mètre cube d'eau à 20 centimes, il va avoir tout intérêt de le vendre à un autre agriculteur qui fait de la vigne, par exemple, et qui, lui, le valorise à 50 ou 60 centimes, puisqu'il est prêt à payer 45 les eaux usées. Et donc, celui qui le vend, s'ils se mettent d'accord sur un prix à 30 centimes, tout le monde est gagnant. Celui qui vend est gagnant, et celui qui achète est gagnant aussi. Donc, il y a un intérêt, et ça va se faire tout seul. Là, c'est la main invisible du marché, donc ça va se faire tout seul. Alors, tout ça, c'est un peu de la théorie, mais c'est quand même une hypothèse assez forte qui a conduit donc à mettre en place des marchés dans un certain nombre de pays. Et alors, j'insiste sur le fait que le prix de l'eau qui s'établit, c'est le prix de la ressource, ou c'est le prix du droit d'usage. Ce n'est pas du tout le prix de l'eau qu'on paye au robinet. Le prix de l'eau qu'on paye au robinet, c'est le prix du service de la traiter, de la distribuer et de l'amener jusqu'au robinet. On ne paye pas la valeur de la ressource quand on paye notre facture d'eau. On ne parle pas des mêmes prix ici. Là, on parle du prix de la ressource ou du prix du droit d'exploiter la ressource, alors que dans l'eau potable, on parle du coût, du prix qui reflète le coût du service de traitement, de potabilisation et de distribution. Alors, des marchés de l'eau, on a des exemples qui marchent depuis presque 40 ans au Chili, plus ou moins bien, avec tout un tas d'effets négatifs documentés. Ça s'est développé depuis plutôt la fin des années 90 en Australie. On a également des cas en Europe, en Espagne. Et ça conduit à permettre des transactions, par exemple au Chili, entre des entreprises minières, des entreprises d'eau potable et des entreprises agricoles, en fonction de la fluctuation des prix du marché de ce qu'ils produisent, des contraintes. Voilà, il peut y avoir des échanges de ces droits d'eau. Ça donne un peu de flexibilité pour s'adapter au changement du contexte. On a même des cas en Australie et en Espagne dans lesquels ce sont des associations de protection de l'environnement qui vont racheter des droits à des agriculteurs ou des entreprises pour laisser plus d'eau dans les milieux. Donc vous voyez bien une approche totalement différente de l'approche européenne.
Voilà. Donc ça, c'est la deuxième approche, l'approche du marché par rapport à la réallocation. Et puis la troisième approche, qui va nous ramener plus vers la France, c'est la logique de gestion collective, de se dire finalement, non, l'eau, c'est pas une ressource privée. On peut pas partager, couper en petits bouts les droits avec ces histoires de droits d'utilisation et laisser le marché faire ça, parce qu'il y a tellement d'impacts négatifs sur l'environnement, sur la concentration des droits, sur la non prise en compte de tout un tas de bénéfices environnementaux qui sont liés à l'utilisation de l'eau et qui sont pas intégrés dans le marché, que ça ne peut pas fonctionner. L'eau, c'est un bien commun, elle doit donc être gérée par la communauté des usagers. Et donc là, ce n'est pas l'État qui définit les règles, ce sont les usagers eux-mêmes, sous la supervision de l'État. Et là, on a toute une... alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais toute une littérature, notamment dont comment on dit, le flagship, le pilote, le drapeau visible, c'est Elinor Ostrom, qui a eu le prix Nobel pour ces travaux-là en 2009, qui définit bien les conditions qui sont nécessaires pour que la gestion collective d'une ressource naturelle puisse fonctionner, avec notamment le fait qu'il faut que les frontières soient très clairement définies, que le système dispose de mécanismes qui récompensent les efforts de protection de la ressource, que les règles soient bien établies collectivement, qu'il y ait du contrôle efficace pour éviter justement la triche, que les sanctions existent mais soient graduées, et puis qu'il y ait des mécanismes de résolution des conflits au sein de ces collectifs. Donc c'est un peu la troisième voie, après l'État et le marché. Et ça m'amène pour ma deuxième partie de l'introduction, qui va être plus rapide, à faire un peu une synthèse de la situation française. En fait, en France, si on repart un petit peu en arrière, on met en place, la ressource est quasiment en accès libre de manière générale jusque dans les années 60. Avec la loi de 64, on crée le premier régime d'autorisation. Donc, sous certaines conditions, vous êtes obligé de faire une demande d'autorisation à l'État avant de prélever dans le milieu, que ce soit un cours d'eau ou une nappe souterraine. Et puis, ce régime d'autorisation, il est amélioré, il est précisé avec la loi de 1992 et encore plus tard avec celle de 2003 qui décline la directive cadre et celle de 2006. Donc, on est dans un système dans lequel chaque usager demande à l'État l'autorisation de prélever à tel endroit, tel débit, tel volume pour tel usage. Ce droit, c'est bien une autorisation administrative qui peut être révoquée, qui ne peut pas être cédée. C'est l'État qui effectue le transfert d'une personne à l'autre. Alors, on a, avec la loi de 92, la mise en place des sages, et les sages sont un peu chargés de réaliser une partie du partage dans un cadre concerté. Donc là, c'est plus l'État, c'est l'État et les usagers ensemble qui vont définir comment on partage le volume disponible entre les grandes catégories d'usagers. Donc, qu'est-ce qu'on réserve à l'eau potable, qu'est-ce qu'on laisse donc effectivement à l'environnement, qu'est-ce qu'on donne ensuite à l'eau potable qui est prioritaire, et qu'est-ce qui reste pour l'agriculture et les industries. Et à partir de 2006, on a la création des organismes uniques de gestion collective. Donc, ne sachant pas qui est parfaitement au courant ou pas, je me permets de faire juste un tout petit retour autour de ces organismes de gestion collective. Donc, à ce moment-là, la révolution, parce que je pense, pour moi, c'est un peu une révolution qui introduit la gestion collective dans la gestion de l'eau française, c'est l'État dit je vais arrêter de distribuer des autorisations individuelles à Pierre-Paul Jacques, en spécifiant le volume auquel chacun a droit et en ajustant ça dans le temps. Je vais au contraire regrouper toutes ces autorisations et je vais distribuer une autorisation unique à un regroupement d'usagers qui doivent former une association. On a appelé ça un organisme unique de gestion collective. Cet organisme unique, il est établi à l'échelle d'une ressource bien définie, comme Ostrom l'a demandé, et il va lui-même devoir développer ses règles pour décider comment il partage cette autorisation globale que moi, État, je lui attribue. Et c'est à chacun de ces organismes, en tenant compte des spécificités locales, de définir est-ce que je donne la priorité aux éleveurs, est-ce que je donne la priorité aux cultures pérennes, est-ce que je donne la priorité aux petits exploitants, aux exploitants agricoles. Bon, il y a tout un tas de choix de répartition qui vont être confiés à cette échelle locale aux usagers eux-mêmes. Et donc, on passe d'un aspect très gestion étatique à une gestion plutôt collective, et le marché. Alors le marché, officiellement, la France a toujours affirmé qu'il n'y avait pas de place pour la mise en place de marchés de quotas, que ce soit des quotas d'eau ou des quotas de pêche, d'ailleurs, dans la politique de gestion des ressources halieutiques. On ne privatisera pas les droits de prélèvement des ressources naturelles. Néanmoins, si on regarde ce qui se passe vraiment dans la pratique, quand un agriculteur part à la retraite et qu'il vend son exploitation, il va voir les services de l'État, aujourd'hui il va voir l'OIGC, pour informer qu'il va vendre son exploitation à un nouvel agriculteur, et il va demander au gestionnaire, que ce soit l'État avant ou l'organisme unique de gestion collective aujourd'hui, de transférer
l'autorisation dont il bénéficie à ce nouvel agriculteur. Ça fait sens d'un point de vue économique. Vous avez une exploitation agricole qui a des hectares, qui a des machines, qui a des systèmes d'irrigation. Si vous ne lui donnez pas l'eau, vous la déstructurez complètement d'un point de vue économique. Donc ça fait sens effectivement d'un point de vue économique. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui vend son exploitation, il vend une exploitation avec le droit d'acheter la ressource en eau. Donc le prix de l'eau, il est inclus dans le prix de la ferme. Et il y a donc un marché caché, mais il y a quand même un marché, et l'eau, elle est vendue avec l'exploitation agricole. Et on a exactement la même chose dans le domaine de la pêche, parce que lorsqu'un patron pêcheur part à la retraite et qu'il vend son bateau... Excusez-moi, monsieur Rinaudot, vous m'entendez? Oui. Vous vous acheminez vers la conclusion? Je m'achemine vers la conclusion. Voilà, donc sur le marché, sur un bateau, c'est un peu la même chose. Le propriétaire du bateau, il vend sa coque, mais il vend aussi le droit de pêche qui va avec, donc il vend la ressource naturelle. Voilà. Alors, pour conclure et revenir sur les territoires, ce système-là, pour moi, il donne une grande marge de manœuvre possible pour innover à l'échelle des territoires. Parce que la loi ne dit pas exactement comment ces organismes de gestion doivent être structurés. Elle ne dit pas non plus comment ces règles de répartition doivent être écrites. Et elle laisse une très grande marge de manœuvre aux agriculteurs pour choisir la structure juridique d'établissement de ces organismes uniques. On a dans certains cas des établissements publics de bassin, c'est le cas du Marais Poitevin. Ça veut dire que toute la société, tous les usagers sont associés à cette question de partage de la ressource en eau agricole. Et à l'opposé, on a parfois des chambres d'agriculture ou des associations d'irrigants. Ça veut dire que ce sont uniquement les irrigants qui décident de comment ils partagent la ressource. Donc il y a cette grande marge de manœuvre sur la structure porteuse de l'OIGC. On a également une grande marge de manœuvre sur l'échelle spatiale à laquelle cela peut s'organiser. Donc dans certains OIGC ont choisi des petits bassins versants, d'autres des grands bassins versants. Certains ont regroupé des bassins versants. Et puis enfin, il y a une très grande marge de manœuvre et liberté sur les règles d'allocation et de réallocation qui peuvent être élaborées par les OIGC. Par exemple, concernant l'accueil de nouveaux irrigants, est-ce que c'est un club fermé que personne ne peut plus rentrer parce qu'il n'y a plus assez d'eau? Ou est-ce qu'on se dit c'est un club ouvert et on va se serrer la ceinture lorsque de nouveaux usagers, notamment des jeunes, arrivent? Concernant les transmissions, est-ce qu'on transmet intégralement lorsqu'un agriculteur vend le volume au nouvel acquéreur? Ou est-ce qu'on prélève 20% pour constituer une réserve qu'on va collectivement décider de réallouer à d'autres agriculteurs? Donc, c'est des choses qui se font par exemple dans le Marais Poitevin. Et enfin, concernant la pérennité des droits, est-ce que les droits ils sont donnés pour toujours? Ou est-ce que chaque année, on réévalue en fonction de ce que vous avez fait les 3-4 dernières années et on peut réduire ou augmenter en fonction de l'évolution des dernières années? Voilà. Donc, merci, monsieur Rinaudot. Voilà. Merci infiniment. Bien évidemment qu'on vous écouterait durant des heures. Merci pour l'exercice, la prouesse, la performance. On va quand même prendre, malgré le peu de temps dont on dispose, des questions de la salle. Voilà, il y a un micro à tendre au fond de la salle. En attendant, monsieur Rinaudot, en vous écoutant, je me disais que vous auriez pu tout aussi bien inaugurer cette journée après les mots d'introduction de Sylvane Casademont et de Blandine Calcio-Godino, puisque vous nous avez fait partir de l'international pour nous faire entrer au cœur des dynamiques territoriales. Mais dans un autre sens, je trouve que votre conclusion intervient au bon moment, au sens où elle nous conforte dans le choix de faire parler les territoires, comme nous l'avons fait cet après-midi. Et il me semble que c'est finalement une troisième voie que vous avez esquissée avec cette notion de gestion collective des usagers. Je vous vois, ce n'était pas tant une question, mais plus un feedback, mais je vous vois au pilote du chef. La question. Bonjour, Florence Domas du Cercle français de l'eau. Je trouvais votre analyse particulièrement intéressante, monsieur Rinaudot. Seulement, vous parlez des OIGC. Les OIGC en France, en tout cas, ont été installés que pour l'irrigation agricole. Donc ça veut dire qu'en fait, l'État a décidé effectivement de n'avoir plus qu'une seule interface pour justement distribuer et répartir ces autorisations de prélèvement agricole. Mais par contre, il continue à avoir une répartition des autorisations industrielles ou pour les services d'eau potable, par exemple, ou même d'ailleurs pour les particuliers, qui restent centralisés au niveau, en tout cas, des services déconcentrés de l'État. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Vous parliez très justement que les sages et donc les commissions locales de l'eau qui portent les sages pourraient justement avoir comme mission de partager cette eau sur les bassins versants, sauf que c'est pas le cas. Et quelle articulation vous voyez entre les commissions locales de l'eau et ces fameuses OIGC qui, on ne va pas se mentir, sont quand même particulièrement portées par les chambres d'agriculture aujourd'hui?
une question très pointue, mais qui n'enlève en rien votre adhésion à la présentation générale. Monsieur Rinaudot. Oui, je pense que historiquement, les OIGC, ils ont été créés parce qu'il y avait des centaines, des milliers d'agriculteurs à gérer. Et donc, c'était là que c'était le plus compliqué pour l'État de faire des arbitrages. Et c'est là que ça avait le plus de sens de s'appuyer sur une approche collective. Mais on pourrait effectivement se dire, et moi je l'ai entendu dire, que dans le secteur touristique à certains endroits ou dans le secteur industriel, on pourrait avoir ce type d'arbitrage aussi. Et donc d'avoir l'équivalent d'un OIGC pour d'autres types d'usages, voire tout le monde dans la même organisation collective. Après, concernant l'eau potable, le nombre d'opérateurs est plus limité et ces opérateurs ont priorité. Alors finalement, il n'y a pas beaucoup d'arbitrage à faire à cette échelle-là. Voilà. Moi, je pense que l'expérience, elle est un peu pilote au niveau agricole et c'est quelque chose d'assez chouette. Je pense qu'il faut l'étudier de près. Évidemment, ça ne va pas aussi vite que ce qu'on veut parce que jamais rien ne va aussi vite qu'on veut dans le domaine de l'eau. Il faut toujours du temps pour transformer. Mais c'est une piste qui serait intéressante de remonter à l'échelle d'un sage, effectivement, dans quelques années. Après, moyennant évolution de la législation, etc. Mais ça serait effectivement très pertinent. Autre question, interrogation? Rassurez-nous, on pourra disposer de l'enregistrement de l'intervention de M. Rinaudot, Mélissa, Catherine, oui, Catherine Veglio me fait signe. Voilà, donc on pourra la reprendre plus en détail. Est-ce que vous-même, M. Rinaudot, aviez une question à l'endroit d'un des représentants des territoires que vous avez donc écouté, hein, vous étiez avec nous durant la dernière table ronde. Merci pour cela. Une fois, deux fois. Eh bien, je vous propose de nous en tenir là, non sans adresser un certain nombre de remerciements.